Alors, on a le grand honneur de recevoir Albert Fert, qui est donc, comme vous le savez tous, prix Nobel de physique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour des travaux, alors il va vous en dire peut-être deux mots, c'est quand même très intéressant, parce qu'on retrouve des choses, des travaux qui remontent assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, les concepts qui ensuite ont conduit aux mémoires modernes, en fait, ils sont assez anciens, mais ce qui manquait, c'est les découvertes scientifiques qui permettait de le faire. Donc en quelque sorte, c'est une magnifique histoire qui va nous raconter de comment la science très fondamentale, effectivement, a contribué à faire la partie qu'on utilise tous, c'est-à-dire l'énorme concentration de mémoire que nous avons maintenant dans nos ordinateurs. Alors, Albert, moi je suis bordelais, lui il est de Carcassonne. Alors en général, la plus grande différence entre Carcassonne et le bordelais, c'est l'accent. Mais essentiellement de Toulouse. Hein, de Toulouse, oui, parce que l'accent de Carcassonne, pour ceux qui connaissent, il est quand même... C'est plus rocailleux. Voilà, il est plus rude. Voilà, c'est pour ça que je voulais montrer que finalement, on a... Voilà. Et donc, il a eu une carrière évidemment magnifique. Il est professeur à l'université. Il a créé en quelque sorte, ou participé à la création du laboratoire CNRS Thales, qui a permis de faire ces découvertes fantastiques. Voilà. Et maintenant, il est toujours très impliqué dans la science. Et c'est vraiment l'historique et le suivi récent des découvertes qui sont passées dans le monde du magnétisme et les conséquences que ça a sur les mémoires d'ordinateur est évidemment au centre de ses préoccupations. Donc je lui laisse la parole et comme pour moi, à la fin, vous pourrez venir lui poser des questions. On restera quelques minutes ensemble. Merci bien. Albert, c'est à toi. Merci. Bon, je suis très heureux d'être avec vous pendant 1 heure. Dans le cadre des cours de Didier sur le chemin entre la recherche fondamentale et l'innovation, alors je vais vous parler aussi de ce chemin. Je suis physicien. Je suis physicien essentiellement des propriétés électroniques et magnétiques de la matière. Actuellement, comme il a été dit, ma recherche, je l'effectue dans l'unité mixte de recherche CNRS Thales à Palaiseau. Et actuellement, je travaille surtout, plutôt que la physique de la matière, c'est plutôt la nanophysique actuellement. Mes thèmes actuels de recherche sont les skyrmions magnétiques, les isolants topologiques, c'est-à-dire les nouveaux évolutions de la physique de la matière condensée. Et il se trouve que dans ma recherche, certains de mes travaux ont conduit à des innovations, comme il a été dit. Par exemple, la découverte que nous avons faite en 1988 de la magnétorisation géante des multicouches magnétiques, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours quand vous lisez le disque dur de vos ordinateurs, enfin de la plupart des ordinateurs, et qui a permis d'augmenter beaucoup la capacité de stockage d'informations dans des disques durs. Donc je vais vous parler de cet exemple qui est parti de recherches fondamentales assez anciennes, pour arriver à la découverte de la magnétorisation géante et ensuite aux applications, et qui a donné lieu au développement d'une discipline qui s'appelle la spintronique. Et puis je prendrai d'autres exemples plus récents, et puisque ça c'est déjà du passé pour moi, d'autres exemples de recherche de pure physique qui ont conduit ou sont en train de conduire à des innovations dans les technologies de l'information et de la communication, de la technologie essentiellement des ordinateurs. Il n'y a pas que les ordinateurs, il y a les téléphones. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite. Alors, ce qu'on verra, c'est que ce chemin entre science pure et innovation n'est pas un chemin en ligne droite. Enfin, en général, une découverte de physique fondamentale ne conduit pas directement à une innovation. En général, un progrès de science fondamentale simplement donne des idées, ouvre d'autres pistes, ouvre d'autres perspectives, et le métier du chercheur, c'est d'aller explorer ces nouvelles pistes. Alors, le chemin n'est pas un chemin en ligne droite, il y a des bifurcations, parfois il y a des rencontres avec des axes qui viennent d'autres disciplines, et finalement, une de ces pistes conduit finalement à des inventions, à des innovations. Mais c'est un chemin très compliqué, et c'est qu'on peut dire que l'innovation finale, en général, n'était pas connue au départ de la piste.
Au fond, au départ, c'est banal de dire que ce n'est pas en développant la technologie des bougies qu'on a découvert l'éclairage électrique. Voilà. Alors, je vous présente sur la prochaine projection les quelques exemples dont je vais parler. Le premier exemple, j'en ai déjà dit quelques mots, c'est donc comment on est passé de la physique fondamentale des métaux magnétiques à la découverte de la magnétosphère géante des multicouches magnétiques et ensuite, par exemple, aux disques durs de grande capacité et aussi non seulement une application qui a été assez rapide, mais aussi l'ouverture d'un nouveau champ de recherche qu'on appelle la spintronique et qu'on définit souvent comme un nouveau type d'électronique. C'est un domaine très important de recherche, un nouveau type d'électronique qui exploite non seulement la charge électrique des électrons, mais aussi le magnétisme des électrons, le spin des électrons. Ce sera le premier exemple. Le deuxième exemple, dans cette spintronique classique, il y a eu d'autres avancées de recherche fondamentale dont je vais parler et qui ont abouti, par exemple, à de nouveaux composants pour nos ordinateurs qui s'appellent des STT-RAM, Spin Transfer Torque Random Access Memory, qui sont en train de s'introduire dans les ordinateurs et qui vont certainement révolutionner pas mal les technologies des ordinateurs. En particulier, permettre de diminuer de façon importante la consommation d'énergie, d'électricité des ordinateurs, ce qui est quand même un problème actuellement, étant donné que les ordinateurs en France, par exemple, si on considère tous les data centers, les choses comme ça, consomment à peu près 7% de l'énergie électrique. Le troisième exemple, ce sera une découverte plus récente, la découverte d'objets, de magnétiques qui s'appellent les skyrmions, et je parlerai les perspectives d'application qui commencent à s'ouvrir. Et finalement, je parlerai, le quatrième exemple, je parlerai d'ordinateurs inspirés par le fonctionnement du cerveau, neuro-inspirés, et des premiers développements que l'on peut voir dans ce domaine pour aller vers ce type d'ordinateur. Voilà. Alors je commence avec le premier exemple. De la recherche fondamentale sur la conduction électrique dans les métaux magnétiques, comme le fer, le cobalt, à la très grande quantité d'informations stockées dans nos disques durs, une multiplication de cette capacité par 1000 grâce aux progrès récents. Donc voici, je commence par la fin, je commence par décrire comment est stockée l'information dans un disque dur. Le disque dur, c'est un disque couvert d'une couche de métal magnétique, d'alliage magnétique, et l'information est stockée sur ces pistes. Elle est stockée sous la forme de petits segments du métal, de la couche magnétique, dont l'aimantation, c'est du digital, est orientée vers le haut ou vers le bas, 0 ou 1. Alors ceci, c'est la tête d'écriture qui donne le petit champ magnétique qui oriente, qui écrit l'aimantation de ces bits magnétiques. Et ça, c'est la tête de lecture qui est chargée de détecter les tout petits champs magnétiques très locaux générés par ces bits magnétiques. Et actuellement, dans nos ordinateurs, cette lecture se réalise en utilisant la magnétorésistance géante de multicouches magnétiques. La multicouche magnétique, c'est donc un empilement de couches alternativement de métaux magnétiques comme le fer ou le cobalt et de métaux non magnétiques comme le cuivre. Alors ce sont des couches très fines, par exemple, vous voyez les boules, ce sont des atomes. Ici, il y a 3 couches atomiques dans cette couche de cuivre. Et la propriété de magnétorésistance géante que l'on utilise pour la lecture, c'est le fait que quand les aimantations sont en direction opposée dans les 2 couches magnétiques, supposons une tricouche, ou orientée de façon désordonnée, eh bien, la résistance électrique de cette couche, quand le courant passe de cette amenée de courant à cette sortie ici, est très élevée. Le courant passe difficilement. Au contraire, dès qu'un champ magnétique, même très petit, oriente les aimantations dans un même sens, le courant peut passer beaucoup plus facilement.
il y a une faible résistance électrique, et donc ça ouvre la porte au courant, et l'ouverture de la porte au courant permet de détecter ces champs magnétiques. Je ne décris pas le détail du fonctionnement, mais on utilise donc la magnétosphère géante pour lire, et donc en ayant une sensibilité très forte, une magnétosphère très forte, on peut détecter des champs magnétiques très petits, donc détecter des bits très petits, et en mettre beaucoup plus dans le même disque dur. Alors maintenant, je passe à la physique fondamentale qui a permis d'arriver à ce résultat. Donc, je rappelle qu'un métal magnétique, c'est un métal, le magnétisme est porté par le spin des électrons, et un morceau de fer aimanté, c'est un morceau de fer dans lequel il y a plus d'électrons dont le spin se dirige vers le haut que d'électrons dont le spin se dirige vers le bas. On parle d'électrons spin-up, spin-down, spin majoritaire, spin minoritaire, là il y a une coquille. Pour ceux qui connaissent de la physique de la matière condensée, vous savez que les énergies des électrons sont dans des bandes d'énergie. Ça correspond à une structure en bandes d'énergie avec des bandes décalées, des énergies de ces bandes décalées pour les électrons de spin majoritaire, spin-up et de spin minoritaire, puisqu'on peuple ces bandes jusqu'à un niveau qu'on appelle le niveau de Fermi. Et la propriété générale dont je vais parler, c'est que la conduction électrique est en fait, en première approximation, par deux canaux indépendants, par les électrons de spin-up et spin-down. Et le contraste entre la conductivité de ces deux canaux peut être très important, spécialement, surtout si on dope le métal, par exemple le nickel ou le fer, par des impuretés sélectionnées. Au fond, vous voyez en dessous, un résultat, c'est les résistivités pour les deux directions de spin pour 1% de ces diverses impuretés dans le métal ferromagnétique nickel. Et donc, vous voyez que, par exemple, si je mets des impuretés de cobalt, eh bien, la résistivité dans le canal de spin-down est 20 fois plus élevée. On se trouve dans la situation qui est décrite au-dessus, c'est-à-dire que le nickel avec des impuretés 1% de cobalt, par exemple, eh bien, la résistivité électrique est très grande dans ce canal-là. Ce canal est pratiquement bloqué pour le courant électrique, mais le courant va continuer à passer par le canal de spin-up. C'est une situation. Par contre, si je passe aux impuretés de chrome, eh bien, on voit que l'effet est contraire. Cette fois, c'est ce canal qui est bloqué et le courant peut quand même passer par le canal de spin-down. Non complètement bloqué, mais pratiquement le courant passe très peu dans ce canal-là. Alors, ces résultats, ce ne sont pas des résultats récents. Ce sont des résultats de ma thèse que j'ai présentée en 1970. Et à cette époque-là, on comprenait bien la physique de ces résultats grâce aux travaux de physique théorique de Friedel. Friedel était un grand nom de la physique française théorique. Par exemple, ce pic ici de résistance dans le canal de spin-up pour des impuretés de chrome, eh bien Friedel l'expliquait par sa théorie de ce qu'il appelait des états libres virtuels. Il se trouve qu'à ce moment-là, un niveau électronique du chrome dans cette direction de spin se trouve près du niveau de Fermi et donne lieu à ce qu'on appelle une diffusion résonante, un état lié virtuel qui explique ce pic-là. Donc, vous voyez, ce sont des choses ces résultats, la compréhension de cette physique n'est pas récente. Et à cette époque, dans ma thèse, j'avais aussi des expériences plus ou moins basées sur le concept de la magnétosphère géante. Ce sont des expériences où je mettais par exemple à la fois dans le nickel du cobalt et du chrome, et ce qui voulait dire que je mettais des impuretés qui allaient bloquer les deux canaux, et le résultat expérimental, c'était qu'en réalité, c'était confirmé par l'expérience, la résistivité électrique devenait très élevée. Le courant passait beaucoup plus difficilement. Au contraire, si je m'amusais à mettre des impuretés de fer et cobalt, ça voulait dire que ce canal était encore plus bloqué, mais le courant continuait à passer par ici, et donc la résistivité restait relativement faible. Donc ça, ce sont
au fond, quel est le concept de la magnétosphère géante? Eh bien, c'est non pas mettre des impuretés pour contrôler le passage du courant, mais faire passer le courant à travers des couches magnétiques. Supposons, par exemple, que je mette 2 couches de fer ou de nickel séparées par une fine couche de cuivre, et que je considère d'abord la situation où les aimantations de ces 2 couches sont en direction opposée, ce qui veut dire que la première couche va arrêter cette direction de spin, les spin down, et l'autre, par contre, ces électrons vont passer facilement à travers la première couche, mais comme on a renversé l'aimantation dans la deuxième couche, ils seront stoppés par la deuxième. Donc ça, c'est la même chose que quand je mettais des impuretés de cobalt et de chrome, mais là, la différence, c'est qu'en mettant un petit champ magnétique, je vais aligner les aimantations des 2 couches dans la même direction, et à ce moment-là, seul ce canal sera bloqué et les électrons pourront passer, la résistance sera beaucoup plus faible. C'est un concept qui a une certaine analogie avec le concept en optique de polariseur-analyseur. Et ce concept peut marcher aussi non seulement quand le courant est perpendiculaire aux couches, mais quand le courant est le long des couches, parce qu'en fait, les électrons n'ont pas une trajectoire linéaire, mais ont une trajectoire en zigzag de cette façon, et donc on se retrouve à peu près dans la même situation. Mais à cette époque-là, je connaissais les équations qui gouvernaient le transport électrique, la conduction électrique, et je pouvais rapidement me convaincre que ceci pouvait marcher si la distance entre les 2 couches magnétiques, l'épaisseur de cette couche de cuivre, était inférieure à ce qu'on appelle le libre parcours moyen des électrons, qui, dans un film métallique, est de quelques nanomètres. Et à cette époque-là, il est impossible d'envisager de pouvoir construire des multicouches avec des épaisseurs aussi fines, des épaisseurs de cuivre de 1 ou 2 nanomètres. Et donc, c'était c'était un concept qui restait purement dans l'esprit et qu'on ne pouvait pas réaliser. Par contre, il s'est trouvé qu'avec le développement de la microélectronique, se sont développées des technologies comme par exemple l'épitaxie par jet moléculaire qui ont permis, avec des semi-conducteurs, de déposer des couches extrêmement fines de façon extrêmement propre et d'atteindre ces épaisseurs dont je parlais, épaisseurs nanométriques. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé une collaboration avec la compagnie Thomson CSF qui développait ce type de technologie pour les semi-conducteurs, pour adapter cette technologie au dépôt de couches métalliques et magnétiques. Et donc, on a pu réaliser ce type de structure de multicouches magnétiques, par exemple, 3 couches atomiques de fer, 3 couches atomiques de chrome, etc. Une multicouche magnétique avec des couches très fines. En plus, ce système fer-chrome avait la propriété intéressante que les aimantations dans les couches voisines de fer n'étaient pas totalement indépendantes. Les aimantations, elles s'orientaient, pour des raisons que je ne vais pas expliquer, dans des directions opposées. Donc ça m'est apparu, à moi et aussi à mon collègue allemand Grunberg, qui travaillait de façon indépendante sur ces mêmes problèmes, que c'était le système idéal pour tester ce que faisait pour la résistance électrique un changement entre des directions opposées et des directions parallèles quand on applique un champ magnétique. Et ça a été la découverte de la magnétosphère géante, à la fois dans mon équipe à Orsay et en Allemagne, dans l'équipe de Grunberg. Et ceci, ce sont nos premiers résultats. C'est la résistance d'une multicouche fer-chrome quand on applique un champ magnétique. À ce moment-là, il fallait appliquer un champ magnétique assez élevé pour passer d'une configuration d'aimantation antiparallèle à une configuration parallèle. Et l'effet, c'est une chute violente de la résistance électrique, 80%. Et ce qu'on peut voir aussi, que cette chute, cette magnétosphère, ce qu'on appelait, du coup, on appelait cet effet magnétorescence géante, c'est beaucoup plus fort que les effets qu'on pouvait observer habituellement d'un champ magnétique sur la conduction électrique, et on voit que ça n'apparaît que pour des épaisseurs très fines. L'épaisseur de chrome pour lequel l'effet est maximum est inférieure au nanomètre, 0,9 nanomètres, la place pour 3 atomes. Donc, il était nécessaire, au fond, on voit que cette découverte
de la magnétisation géante est venue d'une rencontre entre des idées de physique des solides, purement sur la conduction électrique, et puis de l'arrivée des nanotechnologies, et de l'arrivée de nouveaux outils qui s'appellent les nanotechnologies, dont la rencontre entre deux domaines, deux axes différents. Alors, les applications ont été relativement rapides, puisqu'on avait des matériaux dont la résistance pouvait détecter très facilement un champ magnétique par le changement de résistance. Et au fond, on a tout de suite eu des collaborations à travers des projets européens à des compagnies comme Siemens. Et par exemple, ce qu'on a développé dans ces collaborations, c'est des capteurs qui sont à utiliser dans l'industrie automobile. Par exemple, dans l'industrie automobile, vous avez des capteurs JMA actuellement qui permettent de détecter le mouvement du piston et de le synchroniser avec l'injection en mettant un petit élément magnétique dans le piston dont on détecte le champ magnétique qui crée par un capteur JMR, Giant Magnetoresistance, c'est le nom de la magnétorésistance en anglais. Et donc, c'est un système qui est utilisé actuellement dans l'industrie automobile et qu'on a développé à cette époque dans des collaborations avec Siemens, et qu'actuellement, il y a énormément de capteurs de ce type dans diverses technologies, en particulier, par exemple, ça c'est des images qui sont extraites du site d'Audi, et Audi aussi actuellement a des capteurs, peut détecter, synchroniser le mouvement d'une valve d'injection avec le piston, justement, en détectant à la fois le mouvement de la valve et le mouvement du piston avec des capteurs JMR. Voilà. Donc ça, c'est des applications qui ont été rapides, simplement 3-4 ans après la découverte. Ce qui a été plus long, c'est pour l'application économiquement la plus importante, c'est l'application au disque dur. Là, le problème technique était un peu plus complexe, mais finalement, les premiers disques durs à JMR ont été développés par IBM, comme vous avez déjà vu cette image, et donc ils utilisent la magnétisation géante de cette multicouche magnétique pour détecter les petits champs magnétiques. Et donc la détection beaucoup plus sensible a permis de pouvoir détecter des bits plus petits et donc d'écrire beaucoup plus de bits dans la même surface de disque. Et au fond, on a la JMR et ensuite la TMR, qui est une magnétorésistance un peu semblable, dont je vais parler plus tard, a permis, entre l'introduction de cette technologie en 1997 à maintenant, de multiplier à peu près par 1000 la capacité des disques durs. Et au fond, le disque dur est devenu le système de stockage massif d'informations. Actuellement, par exemple, cette image montre la piste telle qu'on peut la voir, c'est-à-dire qu'on voit les bits, ce sont ces lignes rouges ici qui ont à peu près 15 nanomètres. Hein, voilà. Voilà, donc, alors évidemment, quand une technologie se développe dans un domaine, elle s'étend rapidement. Alors l'important, ça a été non seulement pour le disque dur, d'avoir plus de mémoire dans les disques durs, mais aussi dans la mesure où on pouvait stocker de l'information sur de petites surfaces, de développer aussi des disques durs tout petits, de la taille d'une pièce de monnaie, que vous trouvez actuellement dans certains téléphones, dans certains les iPods par exemple classiques à 160 gigas ont des tout petits disques durs. Donc ça a permis d'étendre le marché, ce qui est économiquement important, à tout ce qui est électronique normale. Et puis d'autre part, une fois que ces capteurs de champs magnétiques ont été développés pour soit l'industrie automobile, soit pour les disques durs, d'étendre aussi cette technique aux technologies médicales, par exemple. Par exemple, ce sont des images qui m'ont été données par un collègue de Stanford qui développe des analyseurs d'antigènes dans le sang, des analyseurs de protéines de certains types de... Alors, vous voyez, le problème est, par exemple, quand vous voulez détecter une maladie ou un cancer, c'est de détecter l'antigène caractéristique, la protéine caractéristique. Et donc, le système développé à Stanford est un système où vous avez un capteur magnétorésistance géante
sur lequel on met l'anticorps qui va attirer cette protéine, cet antigène, et on met aussi dans la goutte de sang d'autres... donc les protéines sont attirées, les antigènes sont attirés, mais on a aussi mis dans la goutte de sang d'autres anticorps décorés par une petite particule magnétique qui émet donc un champ magnétique qui est détecté par le capteur. Et comme le dit M. Wang, là, c'est que cette technique permet de détecter des concentrations infimes d'antigènes et donc, ce qu'il dit, qui permet une détection précoce des cancers. Et en plus, ces capteurs sont très petits, c'est des capteurs de l'ordre du micron, de la dimension du micron, et on peut en mettre beaucoup avec divers types, correspondant à divers types de molécules à détecter. Et donc, dans l'appareil développé à Stanford, c'est un appareil tout petit qui permet, avec ce même système, et en mettant un certain nombre de capteurs de ce type, de détecter une centaine ou quelques centaines de molécules différentes, de faire donc, avec le même petit appareil, des analyses très, très diverses. Voilà. Donc, si je veux conclure ce premier exemple, je dirais que la découverte de la magnétrie changeante est venue de la rencontre entre des idées de physique fondamentale et l'arrivée de nouvelles technologies, de nouveaux outils. Les nanotechnologies, ce sont de nouveaux outils que maintenant nous utilisons de façon routinière dans nos laboratoires. Les applications sont venues assez tôt. Alors, sur les applications, ce que je peux dire, IBM, elles ont été faites à IBM. En Europe, on a aussi essayé de développer ce genre de choses, mais au fond, là, on passe du stade de l'invention au stade de l'innovation. Et à ce moment, des aspects économiques entrent en jeu. Par exemple, pourquoi ces disques durs n'ont pas été développés en Europe? En fait, on a travaillé aussi dans des contrats européens avec Philips. Et Philips a développé des capteurs JMA, mais l'idée commerciale de Philips, c'était de l'adapter à des micro-cassettes digitales pour la musique, pour les vidéos. Et cette idée de microcassette était alors en compétition avec les CD et DVD optiques que vous avez actuellement. Et commercialement, Philips a développé de très bons capteurs JMR pour ces applications-là, mais il se trouve que commercialement, la microcassette digitale a perdu la bataille commerciale contre le CD et le DVD. Donc, les capteurs développés par Philips n'ont pas eu d'application commerciale. C'est toujours le problème à ce moment du passage entre l'invention et l'innovation commerciale, qui fait jouer d'autres facteurs que des facteurs purement scientifiques. Il y a eu d'autres essais en Europe qui ont capoté aussi pour aussi des facteurs économiques, parce que, par exemple, la compagnie Silmag à Grenoble, qui était une bonne compagnie pour le développement de têtes de lecture de disques durs, mais son marché à cette époque était essentiellement vendait à des compagnies asiatiques, et la crise asiatique a conduit à la banqueroute de cette compagnie. Et donc, vous voyez, il y a des facteurs économiques qui interviennent que nous, scientifiques, on ne peut pas contrôler. Donc, pour continuer, au fond, le deuxième, ce qu'on peut dire, c'est que le deuxième résultat de cette découverte, ça a été le développement du domaine de la spintronique, spintronique en anglais, et donc qui se développe dans beaucoup de directions aujourd'hui. Il y a énormément de recherches dans ce domaine, et je vais parler de résultats et d'applications de la spintronique classique. Je verrai que certaines découvertes en spintronique ont conduit au STT-RAM de nos futurs ordinateurs. Puis je donnerai aussi d'autres exemples avec la skyrmionics, l'application des skyrmions, et aussi les ordinateurs inspirés par le cerveau. Alors je commence par la spintronique classique. Au fond, une fois qu'on a vu qu'en mettant des couches magnétiques, une succession de couches magnétiques, on pouvait obtenir des effets intéressants, grâce au spin, en utilisant l'effet du spin sur la conduction électrique, eh bien, il était évidemment tentant de passer à d'autres systèmes de conduction, par exemple une conduction des jonctions de tunnels magnétiques, la conduction entre deux couches magnétiques à travers une couche isolante,
par effet tunnel, par l'effet quantique qu'on appelle effet tunnel. En effet, en mécanique quantique, au fond, une barrière isolante, c'est une barrière de potentiel entre deux métaux qui empêche le passage du courant, mais si la barrière est très fine, comme les fonctions, l'électron n'est pas localisé en un point, mais localisé dans une fonction d'onde qui s'étend un peu autour, sur quelques nanomètres, eh bien, la fonction d'onde va baver de l'autre côté, la fonction d'onde va s'étendre légèrement de l'autre côté de la barrière, parce qu'elle n'est pas localisée en un point, et ça va correspondre à une possibilité à l'électron de passer par effet tunnel. Bon, la résistance est plus là. Et donc, la magnétosphère tunnel, c'est le fait que, comme pour la magnétosphère géante, la TMR, eh bien, on va avoir des résistances différentes pour des aimantations parallèles ou en direction opposée pour les deux, ce qu'on appelle les deux électrodes magnétiques, avec des effets légèrement plus importants que dans la JMR. De telle sorte que la TMR est aussi utilisée actuellement pour la lecture du disque dur. Mais l'application dont je vais parler, c'est les MRAM, Magnetic Random Access Memory. Là, au fond, il faut que je fasse un peu, je décrive un peu ce que vous avez dans votre ordinateur. Vous avez une mémoire massive dans le disque dur. En général, c'est un disque dur tel que je l'ai décrit. Ou si vous n'avez pas besoin d'autant de mémoire, ou si vous avez un peu plus d'argent à payer dans l'achat de l'ordinateur, vous avez aussi des disques durs à mémoire flash. Mais ces mémoires-là ont un défaut, c'est que l'accès à l'information est très lent. Il faut 1 milliseconde pour accéder à l'information dans le disque dur, ce qui est beaucoup trop lent pour la vitesse de nos ordinateurs. Donc, en fait, quand vous allumez votre ordinateur, vous commencez par stocker l'information dont vous avez besoin, les applications dont vous avez besoin, dans les RAM. Random Access Memory, qui sont des mémoires à semi-conducteurs d'accès très rapide, un temps d'accès de l'ordre de la nanoseconde, mais qui ont le défaut d'être volatiles. C'est-à-dire que ces mémoires, pour conserver leur mémoire, il faut continuellement leur donner de l'énergie électrique. Et donc, ça consomme de l'énergie. Et puis, d'autre part, il faut aussi, à la fin de votre travail, stocker l'information des RAM de nouveau sur le disque dur. Et l'idée des MRAM, c'est d'avoir des mémoires non volatiles, c'est-à-dire permanentes, qui n'ont pas besoin d'énergie pour conserver leur mémoire, et qui sont faits des espèces de piliers découpés dans ces jonctions magnétiques avec deux états de mémoire, 0 et 1, correspondant aux aimantations parallèles ou en direction opposée. Et les premiers, et donc ensuite ces RAM sont disposés comme ces MRAM sont disposés comme les RAM dans ces réseaux ici, avec accès individuel de chaque élément de mémoire. Les premiers MRAM ont été introduits. Attendez, je crois que je suis allé trop vite. Non. Oui, voilà. Donc, les premières mémoires ont été introduites par Freescale, une compagnie reliée à Motorola en 2006. Mais la première technologie était, c'était pas parfait. Au fond, l'écriture était effectuée en envoyant des pulses, des impulsions de courant dans des lignes pour écrire la mémoire au point de croisement de ces deux lignes. Alors évidemment, c'est une écriture qui n'est pas très locale. Hein. Il y a le risque de ce qu'on appelle le crosstalk, c'est-à-dire d'écrire aussi toutes les mémoires voisines. Et donc ces mémoires n'ont pas une grande capacité. Au fond, elles n'ont pas une grande densité, mais elles ont quand même eu un certain nombre d'applications importantes parce qu'elles ont aussi la propriété, ces mémoires, par rapport aux mémoires à semi-conducteurs, les RAM, ont la propriété d'être insensibles aux radiations de l'atmosphère. Donc, les applications, il y a une niche d'applications qui est l'espace, l'avionique et la défense. Et par exemple, les Airbus utilisent de façon intéressante ces MRAM pour avoir des systèmes électroniques qui sont insensibles à tout effet de radiation dans l'atmosphère. Il y a des applications semblables en défense et en espace. Donc, la première génération de MRAM a certaines applications d'importance moyenne, hein,
Heureusement, il y a eu d'autres progrès de physique fondamentale qui ont permis d'aller plus loin, en particulier la découverte de mémoires, de jonctions de tunnels magnétiques, par exemple celle-ci, fer, MgO, fer, de magnétorésistance beaucoup plus élevée, un facteur 5 à 6, entre les résistances des configurations parallèles et antiparallèles. Alors là, il y a de la physique intéressante, de la physique quantique intéressante. Bon, on a participé, nous, aux premières mesures expérimentales, mais ensuite, c'est la physique théorique qui a permis de comprendre que l'effet tunnel, le passage tunnel des électrons, dépendait de la symétrie des fonctions d'onde. Et au fond, pourquoi cette jonction magnétique est intéressante? Parce que dans le fer, il y a c'est une certaine symétrie que j'ai symbolisée par ce pictogramme ici, qui peut passer à travers la couche facilement, à travers la couche de MzO, mais cette symétrie dans le fer n'existe que pour la direction de spin majoritaire. Donc, pas de problème quand les aimantations sont parallèles. Les fonctions d'onde de cette symétrie peuvent passer parce que cette symétrie existe pour la même direction de spin des deux côtés. Au contraire, si les aimantations sont antiparallèles, eh bien, le passage est impossible parce qu'en fait, cette symétrie existe pour la direction de spin opposée et le passage tunnel est interdit pour des directions de spin opposées. Donc l'effet est beaucoup plus important et on voit là que la magnétorésistance tunnel a fortement augmenté dès l'introduction des barrières à MgO. Donc c'est la première progrès qui permet donc qui donne l'espoir de faire des MRAM beaucoup plus performantes. Le deuxième progrès, c'est l'invention d'un effet qui s'appelle le spin transfer torque, que je symbolise sur cette simulation-ci. Vous voyez, j'injecte dans un élément magnétique des électrons dont j'ai sélectionné la direction de spin, et ça renverse le spin de cette... et ceci, c'est au fond, pour avoir une image simple, il faut se rappeler la pétanque. La pétanque, si vous jouez à la pétanque, vous savez, vous envoyez une boule sur une autre boule, et si vous avez bien visé, vous faites un carreau, c'est-à-dire que la boule que vous avez lancée s'arrête, et l'autre boule part avec la même vitesse. C'est un transfert de quantité de mouvement, de vitesse entre une boule à l'autre. Et c'est la même chose. Il faut considérer que le spin, c'est au fond une vitesse, ça correspond à une vitesse de rotation, un moment angulaire de rotation. Eh bien là, c'est la même chose. Vous envoyez des électrons comme ceci, et ça transfère le spin au matériau magnétique. Voilà. Donc cet effet-là permet de commander l'aimantation, d'écrire l'aimantation de façon purement électronique. Et c'est ce qui se passe dans ce qui s'appelle les STT-RAM, où finalement c'est une espèce de pilier avec une couche isolante ici en marron. Cette première couche de référence polarise le courant électrique qui va ensuite renverser l'aimantation entre les deux configurations qui correspondent à 0 et 1. Et voici, on peut faire des piliers comme ceci, très petits. Ce sont des piliers dont la dimension est inférieure à 20 nanomètres. Et ça s'appelle STT-RAM, donc des composants beaucoup plus petits et de commandes beaucoup plus faciles, beaucoup plus locales, qui sont à la base de beaucoup de développements actuellement. Alors, ces STT-RAM vont apparaître très prochainement dans les ordinateurs. Moi, scientifique, je ne suis pas dans le secret des compagnies. Ça demande évidemment de changer de technologie, passer des RAM au STT-RAM. C'est des investissements considérables et ces investissements se font dans de grandes compagnies comme par exemple Global Foundry, Everspin, Samsung. Mais moi, scientifique, on n'est pas tellement au courant actuellement, c'est le secret de cette compagnie. On sait que Samsung a créé de grosses usines de fabrication de STT-RAM. Donc on se doute que ça va bientôt apparaître sur le marché. On sait que les STT-RAM ont déjà été testés sur des ordinateurs. Donc ce qu'on peut prévoir, c'est que, et d'ailleurs les magazines économiques prédisent déjà une augmentation par un facteur 10 du marché des MRAM entre 2013 et 2019. Et donc les choses arrivent.
On n'en connaît pas le détail, mais ça va être certainement un impact considérable sur la technologie des ordinateurs, en introduisant dans des RAM qui ont l'avantage de la non-volatilité et de diminuer la consommation d'énergie. Au fond, c'est un enjeu important de diminuer la consommation d'énergie quand on sait que les ordinateurs en France consomment plus que tous les jets qui volent sur le territoire français. Hein, c'est 7% de la consommation électrique. Et on sait aussi que le premier impact, ça va être les embedded memory, c'est-à-dire les mémoires intégrées dans les circuits logiques, dans les microprocesseurs. Actuellement, on a des microprocesseurs avec des parties logiques semi-conducteurs, avec des mémoires aussi semi-conducteurs qu'on appelle SRAM, quelques flashs aussi, et les nouvelles architectures, ça va être logique semi-conducteur avec juste au-dessus, beaucoup plus proche, donc gain de vitesse, c'est STT-RAM. La deuxième étape, alors, les compagnies qui fabriquent ces MRAM prédisent que ça va s'étendre beaucoup plus. Par exemple, la compagnie Everspin dit que ces MRAM sont tellement performantes que non seulement elles vont remplacer les SRAM, mais plus tard les DRAM et même entrer en compétition avec les flashs. Hein. Alors bon, ça c'est la publicité de ces compagnies. Mais en fait, on peut dire de façon plus générale que vous savez que dans l'industrie électronique, un souci actuel, c'est comment dépasser l'électronique avec semi-conducteurs qui jusqu'à présent a permis de grimper le long de la loi de Moore, mais on sait que ça s'arrête, qu'on va pratiquement atteindre les limites des semi-conducteurs. Donc ça va être certainement un des premiers exemples de ce qu'on appelle dans le langage de l'industrie électronique le beyond CMOS, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir faire pour continuer la progression au-delà des semi-conducteurs. Et ça, je crois que c'est un premier exemple de ce beyond CMOS. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'en fait, là, je me limite aux ordinateurs, mais enfin, la spintronique a d'autres applications que les ordinateurs. Par exemple, le même type de structure ici que l'on a vu peut être utilisé pour non pas commuter des aimantations, mais provoquer des oscillations dans la gamme des hyperfréquences, dans la gamme des fréquences radio, avec un contrôle de la fréquence par le courant qui provoque le spin transfer torque. Et ça a un certain nombre d'applications. C'est de nouveaux types d'oscillateurs très flexibles, dont on peut changer facilement la fréquence beaucoup plus que dans nos oscillateurs actuels et qui ont certainement beaucoup d'applications futures dans les téléphones et dans tout système de communication. Et je sais que Thales, par exemple, est très intéressé par ce type d'oscillateur. Voilà, je passe donc maintenant au skyrmion. Au skyrmion, c'est un domaine actuel très émergent de recherche dans le domaine du nanomagnétisme. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un skyrmion? Un skyrmion, en fait, le concept de skyrmion, c'est basé sur un concept mathématique qui a été introduit par M. Skyrm dans le domaine de la physique des hautes énergies, la physique des particules. Mais actuellement, on a vu que des skyrmions, on pouvait utiliser ce concept mathématique de protection topologique dans le domaine du magnétisme. Au fond, vous voyez quelques images de skyrmions, supposons un film magnétique avec des aimantations vers le haut. Eh bien, le skyrmion, on peut voir ici, ce sont des petits nœuds de spin, des petites boules de spin dans lesquelles la configuration de spin est comme vous le voyez, c'est-à-dire le spin est vers le haut, puis commence à tourner dans le sens opposé des aiguilles d'une montre pour devenir vers le bas, continue de tourner dans la direction opposée aux aiguilles d'une montre pour devenir vers le haut. Donc il y a une certaine chiralité dans cette configuration de spin, et sa propriété, c'est que cette configuration est topologiquement protégée. L'exemple le plus simple de protection topologique, c'est le ruban de Mobius. Une fois que le ruban a été collé de façon Mobius, hein, vous ne pouvez pas, en tortillant le ruban, ou quand vous prenez une ceinture, si vous prenez une ceinture et si vous la bouclez dans le sens qui n'est pas le bon sens, eh bien, vous avez beau tortiller la ceinture dans tous les sens, vous ne pouvez pas arriver à la remettre dans la forme qu'elle a sur mon pantalon ici. Hein.
je n'ai pas fait un ruban de Mobius avec la ceinture ce matin. Donc, c'est une protection topologique. On ne peut pas essayer de moduler l'orientation de façon continue de ces spins pour arriver à une configuration orthodoxe. Donc, on a une protection topologique, on a une barrière d'énergie entre cette configuration. Une fois qu'on est arrivé à mettre les spins dans cette configuration, il y a une protection topologique qui les empêche de revenir dans une configuration normale. Et donc, on a des petites boules de spin. Vous voyez quelques images ici. Et vous voyez que ces boules de spin, ici, peuvent être très petites, 4 nanomètres. En fait, la physique, c'est qu'elles sont générées par ce qu'on appelle des interactions de Dialogowski-Moria, des interactions qui font que quand on passe d'un spin à l'autre, l'énergie est différente si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé. C'est ce qu'on appelle la chiralité des interactions. Ces interactions qui existent dans des systèmes où il faut du fort couplage spin-orbite, c'est-à-dire de forts effets relativistes. C'est un effet relativiste pour l'existence de ces configurations, donc c'est des corrections relativistes à la mécanique quantique, et donc qui sont obtenues avec des métaux lourds, par exemple ici, et il faut aussi qu'il n'y ait pas, le système n'ait pas de symétrie par inversion. Par exemple ici, ce skyrmion est obtenu en mettant sur un métal lourd l'iridium, qui est un métal très lourd, avec des effets relativistes, une couche de fer palladium, une couche monoatomique de fer palladium. Et donc, à l'interface, les spins qui sont juste à l'interface sentent ces effets relativistes ici et peuvent générer ce skyrmion. Oui. Et la propriété intéressante de ces skyrmions, ces espèces de boules, c'est qu'on peut les déplacer facilement par un courant électrique. Un courant électrique permet de les déplacer. C'est comme on peut jouer au boulier avec ces skyrmions. Vous voyez que les bouliers, au fond, un certain nombre de premiers systèmes de calcul se sont faits avec des bouliers. Et la différence, c'est que ces bouliers-là, avec les skyrmions, ne sont pas des boules d'un centimètre ou de quelques millimètres, ce sont des boules de quelques nanomètres. Et donc, ça ouvre un certain nombre de possibilités nouvelles pour jouer avec ces boules et les utiliser dans un certain nombre d'applications. Alors, les applications sont multiples. Vraiment, il y a des applications où on fait respirer ces boules pour générer des oscillations dans le système des radiofréquences, des oscillateurs skyrmions. Mais pour rester dans le système des mémoires magnétiques, au fond, un des défauts du disque dur, c'était cette partie mécanique qui était lourde, qui était fragile, et qui dépensait de l'énergie aussi. Et donc, par exemple, ce qui est proposé avec les skyrmions, c'est non pas d'avoir une tête de lecture qui se déplace sur le disque, mais d'avoir des têtes de lecture et d'écriture fixes et de déplacer simplement une certaine des skyrmions de l'un à l'autre le long de circuits très longs. De cette façon-là, ça c'est ce qu'on appelle un REST-REC, une mémoire en champ de course ou un registre à mémoire en français, si on veut utiliser le français. Et il y a un certain nombre de portes logiques aussi qui ont été proposées avec des skyrmions. Donc, la physique fondamentale des skyrmions avance rapidement actuellement. Les skyrmions ont été découverts il y a simplement en 2009, je crois, dans les systèmes magnétiques. Donc, en général, comme je l'ai dit, les skyrmions existent aux interfaces avec des métaux lourds, effets relativistes, comme ceci. J'ai montré une image d'un skyrmion dans une monocouche de fer sur l'iridium. Le problème, c'est que quand on a des skyrmions petits dans des couches très fines, ils ne sont pas stables à température ambiante. On a une espèce de mouvement brownien qui les fait déplacer dans tous les sens et ce n'est pas utilisable. Donc le problème, c'est de les alourdir un peu. Et ce que l'on fait, ce que plusieurs groupes dans le monde ont fait, ce qu'on fait dans notre labo, c'est de fabriquer par exemple des multicouches où vous avez une couche de cobalt entre deux couches de métaux lourds, le platine et l'iridium, et puis vous multipliez ceci. Les interfaces génèrent des skyrmions dans cette couche très fine de cobalt, deux couches atomiques en général, et donc vous avez des espèces de colonnes de skyrmions. Donc ces skyrmions, non pas par leur dimension latérale, mais par la dimension verticale, sont plus grandes et ne sont stables à température ambiante. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui se développent dans le monde. Voici une image.
d'un tel skyrmion dans un disque. L'aimantation dans le disque est bleue, mais au centre, vous avez le skyrmion, dont l'aimantation centrale est dans la direction opposée, et la partie blanche est la partie où l'aimantation est en train de tourner. Et actuellement, un certain nombre de travaux sont basés sur la fabrication de skyrmions dans des canaux comme ceci pour étudier leur dynamique et arriver aux applications dont j'ai parlé. Par exemple, vous avez ce type d'application, je donne des exemples. Ça, c'est des résultats très intéressants au MIT qui montrent que ces skyrmions peuvent être déplacés avec des vitesses très grandes, de l'ordre de 100 mètres par seconde. 100 mètres par seconde, c'est quand même grand quand on a à se déplacer sur des distances de quelques nanomètres. Ça permet donc des déplacements très rapides. Alors, bon, tous les problèmes ne sont pas résolus. Nous, alors ça, c'est des skyrmions assez gros, 200-300 nanomètres. Alors, nous, on travaille sur des skyrmions beaucoup plus petits, mais là, on a des problèmes. Si vous voulez, vous voyez le mouvement de skyrmion qui est simulé, c'est enregistré, c'est des images réelles. Hein. Vous voyez, il est assez irrégulier. Au fond, dès qu'on passe à des skyrmions petits, on est non gêné, ils sont stables à température ambiante, mais leur mouvement n'est pas très régulier, ce qui n'est pas étonnant au fond. Nos simulations montrent aussi que si on a une certaine inhomogénéité de la structure, eh bien, les skyrmions, ils vont avoir un chemin à zigzag comme ceci. Donc, il y a un certain nombre de problèmes techniques à régler encore, mais on est sur la voie. Au fond, c'est un système qui est en train de progresser. Et je ne vais pas en dire plus loin. Et je vais dire quelques mots. Je ne sais pas quelle heure est-il, mais je pense que je peux avoir encore quelques minutes. Sur les ordinateurs inspirés, neuro-inspirés, inspirés par le fonctionnement du cerveau. Ce n'est pas ma spécialité, mais quand même, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Donc, il y a de grosses différences. En fait, dans mon laboratoire, il y a quand même un développement intéressant autour de Julie Grolier, qui m'a donné en particulier à peu près toutes les images que je vais montrer. Ça, c'est une image, un dessin artistique des neurones et des synapses dans le cerveau, du réseau de neurones. Alors, il y a une grosse différence, évidemment, entre la façon de faire des ordinateurs, de nos ordinateurs et du cerveau. Au fond, le cerveau n'est pas digital, hein, comme nos ordinateurs, ce n'est pas du 0 et du 1. Les signaux sont analogiques. Par rapport aux ordinateurs les plus massivement parallèles, le cerveau est encore plus massivement parallèle. Il y a un nombre considérable de circuits en parallèle qui se branchent avec des bifurcations, des croisements. Et donc, un résultat quand même qu'il faut mettre en évidence, c'est que la consommation d'énergie est beaucoup plus petite dans le cerveau. Au fond, le cerveau, il a une puissance considérable et il travaille avec quelques morceaux de sucre par jour, alors que l'ordinateur consomme énormément d'énergie. Par exemple, si je veux comparer, on peut comparer, il y a eu ce concours de jeu Go entre un homme, un joueur de Go, et l'ordinateur AlphaGo, qui avait été d'ailleurs préparé spécialement pour ce jeu, avec un certain nombre avec des transistors, avec purement de l'informatique classique, mais un certain nombre de concepts d'architecture basés sur le problème d'apprentissage du cerveau. Et l'AlphaGo a gagné, mais en fait, on voit la différence d'énergie, 20 watts par jour pour le cerveau humain et 150 kilowatts pour cet ordinateur-là. On voit une différence et la taille aussi est beaucoup plus grande. On voit que les ordinateurs ne sont pas au niveau des cerveaux actuellement, même s'il leur arrive de gagner certains jeux particuliers comme le jeu de Go. Donc, quelle est la différence au fond? Dans un ordinateur de nos jours, vous avez les circuits logiques, les microprocesseurs qui travaillent, mais en faisant passer des courants, l'information, et il faut à tout moment stocker l'information dans des mémoires intermédiaires. Et donc, on a cet aller-venu incessant entre travail logique et mémoire dans nos ordinateurs qui coûtent beaucoup d'énergie, surtout avec les mémoires actuelles qui sont des RAM. Et donc, dans le cerveau, les choses se passent de façon différente. Au fond, on ne peut pas séparer travail logique, processing et mémoire. Au fond, ce qui se passe, c'est que l'information se transmet de neurone en neurone à travers des synapses.
Et les synapses ont la propriété de se transformer en fonction de l'information qu'ils transmettent, c'est-à-dire selon l'information transmise, la synapse, je crois que c'est la synapse, oui, je ne suis pas très compétent, vous voyez, la synapse devient plus transmittive ou moins transmittive. Au fond, la synapse, c'est un transmetteur évolutif, et donc, en même temps que les signaux passent, ils sont automatiquement, quand ils passent de neurone à neurone, ils sont également enregistrés, hein, c'est l'apprentissage, dans les synapses, si bien que finalement, on a un système global, et donc ça, à tout moment, au fur et à mesure que l'information passe dans le cerveau se reconstruit. Tous les circuits dans le cerveau se reconstruisent. C'est ça le fonctionnement du cerveau qui n'existe pas dans nos ordinateurs. Au fond, on peut schématiser ceci. Le synapse a un facteur de transmission que j'appelle W, et donc, après un certain apprentissage, le cerveau est constitué d'un certain nombre de circuits avec des passages de neurone à neurone qui sont contrôlés par ce qui a été donné par l'apprentissage, ce W. Et donc, finalement, un signal donné, selon le type de signal, va passer, par exemple, si un souris voit un chat, eh bien, si la souris a déjà enregistré l'image du chat, je ne sais pas si c'est inné ou si c'est acquis, ça je ne suis pas capable de le dire, eh bien, la circuiterie, les connexions du circuit sont telles que le signal visuel du chat va passer par certains circuits prédestinés pour arriver à un endroit où le chat est identifié et va résulter dans la réaction de la souris. Je suppose que la souris va fuir. Au contraire, si le signal visuel est celui d'un chat, d'un chien, eh bien, automatiquement, l'apprentissage des circuits va faire que le signal visuel du chien va passer par d'autres circuits, arriver à un autre endroit, et il va être identifié non pas comme un chat, mais comme un chien. Donc finalement, reconstruire des ordinateurs bio-inspirés, c'est trouver l'équivalent des synapses et des neurones. Les neurones, c'est assez complexe puisque c'est très différent. Le signal dans les neurones, c'est des spikes, non pas caractérisés par l'amplitude, mais par leur distance temporelle. Et les synapses, c'est des systèmes qui doivent changer en fonction de l'information transmise, c'est-à-dire avoir un effet cumulatif. S'il y a beaucoup d'informations qui passent, ils deviennent plus transmittifs ou moins transmittifs. Et là, il y a un certain nombre, je vais parler d'exemples de réalisation. Alors évidemment, les circuits neuromorphiques, on peut les faire avec des transistors habituels, avec des architectures classiques, je dirais. Mais si vous voulez, pour simuler une synapse avec des transistors, il faut une centaine de transistors. Il faut un truc qui est gros comme 10 microns, et donc on ne peut pas imaginer faire ceci, c'est des choses. Donc le challenge actuel, l'enjeu actuel, c'est d'arriver à des composants qui puissent avoir par exemple la fonction de synapse, tout en étant un petit élément purement nano, et non pas une combinaison de multiples transistors et de circuits, d'avoir non pas un petit ordinateur lui-même qui joue le rôle de synapse. Donc il y a plusieurs choses qui ont été proposées, par exemple le premier MemRestore qui s'appelle MemRestore, le Memreceive Synapse, ça s'appelle MemRestore en anglais. En français aussi, je pense. Le premier a été introduit par Hewlett-Packard, je ne vais pas en parler, ce serait un peu trop long. Et dans notre labo, ce qui a été développé, c'est un MemRestore ferroélectrique. L'équipe, c'est Julie Grolier, mais aussi avec Agnès Barthélémy et Emmanuel Bibès, qui est basé sur des propriétés de matériaux ferroélectriques. Alors, ferroélectrique, on s'éloigne des ferromagnétiques. Ferroélectrique, un dipôle électrique, c'est par exemple un site atomique dans lequel les charges électriques ne sont pas distribuées de façon isotrope, mais la charge plus est plutôt d'un côté, la charge moins plutôt de l'autre. Et donc, l'orientation de ces dipôles, c'est la polarisation électrique. Et un ferroélectrique, c'est un matériau où, comme dans les ferromagnétiques, tous les dipôles ferroélectriques, cette fois, sont orientés dans la même direction, dipôles électriques alignés.
Et une invention de notre laboratoire, ça a été alors une jonction tunnel ferroélectrique dans la suite des jonctions tunnel magnétiques. C'est une jonction tunnel où on a une barrière isolante entre deux ferroélectriques, celui-ci par exemple, entre deux métaux différents. Il peut être magnétique ou non magnétique. Et la découverte de l'électrorésistance, Barthélemy en 2009, ça a été de découvrir, alors premièrement d'arriver à stabiliser la ferroélectricité dans des couches très minces pour avoir de l'effet tunnel, et ensuite découvrir l'électrorésistance, c'est-à-dire que selon, pour certains électrodes et pour certains matériaux, selon l'orientation de l'aimantation de la polarisation ferroélectrique, on a des variations de résistance qui peuvent être très grandes. Ici, on passe, en mettant des impulsions électriques, on passe d'une polarisation vers le haut à une polarisation vers le bas, et on voit chaque fois la résistance de la jonction tunnel changer par un facteur 100. Ça peut être encore plus élevé. Alors ça, c'est à la base de mémoire ferroélectrique, mais je vais parler de l'application en même ressort, parce que la propriété intéressante, c'est que, en fait, si j'utilise des impulsions de potentiel et de courant électrique petites, eh bien, on va passer progressivement d'un état de polarisation vers le haut à un état de polarisation vers le bas de façon très progressive et très continue. Vous voyez le changement entre le bleu au rouge, et c'est-à-dire un changement de la résistance de cette jonction, de ce même ressort qui peut varier, avec des effets cumulatifs des impulsions, qui ajuste ce qu'on attend d'une synapse, c'est-à-dire une variation progressive de facteurs de transmission en fonction du nombre de signaux qu'ils ont transmis. Donc ça, c'est un exemple de composant à plasticité synaptique qui peut être un élément des futurs ordinateurs bio-inspirés. Bon, je vais m'arrêter là. On a vu plusieurs exemples, on a vu comment ça marche, le passage entre l'idée fondamentale. Je dois dire que c'est assez fascinant quand même de voir comment cette démarche scientifique est efficace. Moi, je n'étais pas aussi confiant au départ quand j'ai commencé ma thèse, j'imaginais que ça n'allait pas marcher, qu'on en disait trop de bien et que finalement il y aurait plus de difficultés. J'ai été rapidement convaincu que c'est une démarche très efficace. Et je dois dire que je suis émerveillé de voir que de pures idées qu'on avait dans la tête se sont finalement transformées en des expériences qui marchent et finalement en des innovations, et ce qui est encore plus gratifiant pour l'esprit de voir que finalement ce qu'on avait dans la tête à une certaine époque est dans un ordinateur qui fonctionne à l'épicerie ou au supermarché où on va acheter son pain. Voilà, voilà mon sentiment en fin de carrière, pas tout à fait en fin, mais bon, ça ne saurait durer trop longtemps quand même. Il y a une limite à tout, c'est comme la loi de Moore. Et donc, ma dernière conclusion, merci à la physique qui m'a procuré beaucoup de plaisir, et merci à tous pour votre attention. Voilà. Et si vous voulez poser... Et donc, je suis libre pour quelques questions, si vous voulez venir ici.